Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, nous allons démarrer une série de vidéos qui va parler du web, de la programmation web en particulier. Alors pourquoi démarrer avec cette vidéo-là? En fait, on va d'abord expliquer ce qu'est le web, quelles sont les technologies qui sont utilisées et comment est-ce que l'on peut écrire un site web. Quand on parle de développement web et qu'on cherche de l'information, on tombe rapidement sur une énorme quantité d'informations. On a parfois du mal à savoir qu'est-ce qui correspond à quoi et de quoi j'ai finalement besoin pour pouvoir démarrer en programmation web. On se retrouve très vite enseveli sous les termes techniques, des frameworks, des bibliothèques et un grand nombre de technologies différentes. Mais finalement, est-ce que j'ai besoin de tout ça pour pouvoir commencer? Eh bien, on va voir que non. Et cette vidéo-là va nous permettre de savoir en fait à quoi correspondent les différents termes que l'on peut entendre quand on s'intéresse au développement web. Ça nous permettra déjà de catégoriser tous ces termes, de les ranger à leur place, et ça nous permettra de savoir de quoi j'ai vraiment besoin pour me lancer. Parce que la pire des choses à faire quand vous êtes développeur, c'est de ne pas vous lancer jusqu'à ce que vous ayez une bonne connaissance. Le mieux finalement est de se lancer, de faire ses tests, de faire ses propres erreurs, et puis ensuite on reviendra un petit peu dessus. C'est pas grave de se tromper en fait en informatique. Se tromper en informatique, finalement, ça coûte pas grand-chose. C'est faire des erreurs dans un programme, c'est faire une compilation qui ne marche pas, c'est passer un petit peu de temps, mais concrètement, en fait, ça ne coûte rien en matériel. Et donc, c'est une matière qui est très intéressante pour ça, c'est que l'erreur, en fait, en informatique ne coûte pas cher. Enfin, ne coûte pas cher quand vous développez. Évidemment, si vous développez chez le client une solution avec une erreur dedans, c'est quelque chose qui peut coûter cher à votre réputation. Mais faire des tests pour vous-même, voir comment ça marche, finalement, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui pour voir un petit peu, faire un tour de ce qui se fait en programmation web, de remettre un petit peu les termes à leur place, et pour essayer de déterminer un petit peu de quoi j'ai besoin pour commencer, pour me lancer. Alors on va commencer depuis le début. Comment fonctionne un site internet? Alors, on est tous des utilisateurs de sites, on ouvre notre navigateur, on tape une adresse dans la barre d'adresse du navigateur, et on a accès au site internet proprement dit. Mais derrière, comment ça marche? Eh bien, on va s'apercevoir qu'un site internet est bien souvent divisé en deux parties. Une partie que l'on appelle la partie client, c'est la partie qui s'exécute sur votre ordinateur. Vous lancez un site web, eh bien, il y a une partie qui va s'exécuter sur votre ordinateur. Et il y a une partie qu'on appelle serveur, qui est en fait exécutée sur un serveur normalement dont le site sur lequel vous êtes est propriétaire, ou alors c'est un serveur qui est chez un hébergeur. Pourquoi ce mode de fonctionnement? Eh bien tout simplement, la partie client va vous permettre d'avoir une présentation de votre page internet. Les données vont être mises en forme et vont vous être présentées sous un aspect qui vous permet de les exploiter. La partie serveur, elle, va plutôt s'occuper des données. En effet, si jamais vous êtes sur un site marchand, on ne vous demandera pas de télécharger toutes les données de tous les articles qui sont sur le site marchand avant de pouvoir les consulter. Et pourtant, vous pouvez consulter chacun des articles, vous pouvez consulter les désignations et même parfois les commentaires qui ont été mis pour certains de ces articles. Alors toutes ces données, elles sont stockées où? Eh bien ces données-là, elles ne sont pas stockées en local chez vous, elles ne sont pas stockées sur votre ordinateur. Elles sont stockées sur un serveur quelque part, auquel vous accédez au travers d'Internet, et vous allez pouvoir récupérer ces informations-là. Et donc, ce mode de fonctionnement, une partie qui est exécutée sur votre ordinateur, vous qui êtes utilisateur, et une partie qui est exécutée sur un serveur distant, eh bien ça explique déjà les deux mots qui sont très utilisés en programmation web. Vous avez la partie front, donc la partie frontale, celle qui est chez l'utilisateur, et vous avez la partie back, qui est sur la partie serveur. Alors dans certains métiers, on retrouve cette notion de back-office, qui est le travail en fait qui est fait, qui n'est pas fait à la vue du client. Vous avez la vision front office qui est le travail qui est fait en face du client et la version back office qui est tout le travail qui est fait en arrière-fond. Eh bien, on a un petit peu ce même aspect ici entre le développement front et le développement back. Et donc, tout simplement, je l'ai représenté ici avec un schéma. Vous avez l'ordinateur de l'utilisateur qui navigue, qui va chercher ses données à travers Internet sur un serveur, donc la partie back, un serveur qui va avoir les données et qui va faire les calculs de l'application. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc quand on parle de développeur front, eh bien tout simplement c'est un développeur qui va parler plus sur
la partie client, donc la partie qui s'exécute directement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Quand on parle d'un développeur back, eh bien tout simplement, c'est plutôt un développeur qui va s'occuper de la partie serveur, qui va traiter avec la base de données et ce genre de choses. Et on dit donc un développeur qu'il est full stack quand il maîtrise en fait l'intégralité des développements. Il maîtrise le front, il maîtrise le back et il maîtrise la base de données. Voilà déjà pour ces premiers termes que l'on rencontre assez souvent lorsqu'on s'intéresse à la programmation web. Une première question, est-ce que finalement je vais devenir développeur front? Est-ce que je vais devenir développeur back? Eh bien tout simplement, nous allons creuser ces deux notions au travers de cette vidéo pour que vous ayez une bonne idée à la fin de la vidéo ce qu'implique chacune des deux utilisations. Intéressons-nous d'abord à la partie front, à la partie frontale, à la partie qui s'exécute sur le client. Pour exécuter un site internet, vous passez la plupart du temps par un navigateur. Alors, il y en a un très grand nombre. Les plus connus sont Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari ou Opera, suivant le système d'exploitation sur lequel vous êtes ou suivant vos préférences. Tous ces navigateurs, en fait, suivent la norme W3C. C'est-à-dire que chacun de ces navigateurs doit pouvoir exécuter correctement un site internet qui a été écrit en respectant les normes W3C, les normes d'écriture des sites internet. Et donc, à partir de ce moment-là, le navigateur sait interpréter les fichiers de codage des sites internet et sait vous les afficher correctement. Alors, il sait interpréter quoi? Alors, il ne sait pas interpréter tous les langages, votre navigateur, mais il sait en interpréter 3, qui sont le HTML, que l'on va décrire tout à l'heure, le CSS et le JavaScript. Pourquoi 3 langages? Déjà, ça commence à se compliquer, on aurait pu tout faire avec un langage. Jusqu'à présent, quand je faisais des vidéos et que j'expliquais un algorithme, on le faisait intégralement en Python ou intégralement en un autre langage. Mais pourquoi est-ce qu'on a maintenant besoin de déjà 3 langages pour le web? Eh bien, tout simplement, ces 3 langages ne font pas la même chose. Le HTML est un langage qui va donner la structure de la page, c'est-à-dire qu'il va contenir tous les éléments qui vont devoir s'afficher. Le CSS est un langage qui va permettre de donner du style à votre page, changer la couleur, les polices. Et le JavaScript est un langage qui va nous permettre d'ajouter des structures de contrôle à notre page. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des conditions, des si alors sinon, on va pouvoir mettre des boucles, on va pouvoir écrire des fonctions, et on va pouvoir rendre notre site dynamique. Donc chaque langage, en fait, a sa propre façon de voir les choses, a sa propre signification, son propre domaine d'application, et donc, en fait, il va falloir jongler avec les 3 langages, au moins pour la partie front. Les navigateurs, en fait, on en vient de le voir, permettent d'afficher les sites internet, permettent de comprendre le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc, elles nous permettent de l'interpréter. On va voir que les navigateurs, en fait, intègrent beaucoup plus que ça. Et en fait, sont déjà des outils. Le navigateur contient des outils très pratiques pour le développeur qui vont aider à débugger un site. C'est-à-dire que vous êtes en plein développement d'un site internet, vous avez un problème d'affichage, et bien le navigateur va vous donner plein d'informations qui vont vous servir à débugger le site. Je vous donne un petit exemple. Alors, c'est un site sur lequel je travaille, donc il n'y a pas encore grand-chose dessus. Mais vous voyez que là, j'ai un site donc dans mon URL, algomius.fr, et j'ai mis simplement les prochaines étapes du développement du site. Et bien ça, c'est une page que j'ai écrite en HTML, et pour s'en convaincre, et bien tout simplement, je vais utiliser inspecter. Donc je vais prendre le menu contextuel avec un clic droit sur la page, et je vais aller tout en bas dans inspecter. Inspecter va me donner plusieurs informations. Alors je vais d'abord changer ma tête de côté. Voilà. Donc, on a plusieurs informations sur la partie HTML. Vous voyez que là, sur la partie droite, eh bien, dans la partie éléments, je récupère le HTML, donc le source de la page que j'écris. Vous voyez que je retrouve tous les éléments. Là, si je passe la souris dessus, à chaque fois, l'élément concerné s'affiche. Et donc, ça me permet de savoir comment est déterminé chacun des éléments. Ça, c'est quelque chose de bien, puisqu'effectivement, si jamais vous avez un site qui vous plaît et vous aimeriez savoir comment il a été codé, eh bien, vous pouvez tout simplement l'inspecter et voir quels sont les éléments qui se trouvent derrière. Donc là, vous avez une partie pour la structure, et dans la deuxième partie,
à partir de ce niveau-là, vous avez le style qui a été appliqué au document. Et donc vous voyez tout simplement les polices qui ont été appliquées, l'alignement de texte, ce genre de choses. Et donc on peut comprendre assez facilement que sur la partie haute, ce sont les éléments, sur la partie basse, ce sont les styles. Et donc vous allez pouvoir récupérer énormément d'informations et voir tout de suite pourquoi est-ce que le site ne s'affiche pas comme vous attendiez à l'attendre. Et vous avez aussi la possibilité de voir qu'il y a parfois des erreurs. Donc ça aussi, vous pouvez voir qu'il y a des erreurs, ou il y a du matériel de débugage, et il y a cette possibilité aussi de mettre votre site en responsive. C'est-à-dire que vous pouvez voir comment votre site s'affiche, par exemple, si vous êtes sur un iPhone 12 Pro. Voilà. Ou alors sur une tablette, peut-être plus une Surface Pro, et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de régler la partie responsive pour voir comment votre site s'affiche. Donc c'est quelque chose sur lequel on reviendra énormément quand on va s'attaquer au développement d'un site. Je vais remettre ma tête en haut. Voilà. Et on va continuer notre présentation. Donc, le navigateur, c'est d'une part la présentation du site, et ça vous donne aussi plein d'outils en tant que développeur pour pouvoir vous améliorer et trouver les erreurs dans votre page. Donc, c'est une bonne chose en fait, parce que la programmation web, finalement, va vous demander très peu d'outils. Enfin, très peu d'outils supplémentaires par rapport à ce que vous avez déjà. Le navigateur comprend déjà effectivement l'interprétation de vos données, de vos programmes, et aussi toute la partie débugage qui va vous aider à vous corriger. Donc déjà ça c'est déjà installé par défaut. Après, c'est toujours une bonne idée de vérifier votre site sur plusieurs navigateurs pour être sûr que vous respectiez la norme. Alors on a beaucoup parlé de HTML, et pour l'instant on a une idée encore très confuse de ce langage. Alors le HTML ça veut dire Hypertext Markup Language. Et c'est très important de savoir ce que veulent dire les acronymes des langages, puisqu'en fait ça va vous donner énormément d'informations sur ce que c'est. Donc le HTML, c'est Hypertext Markup Language, c'est-à-dire que c'est un langage qui va être fait avec des balises, le markup, et qui va pouvoir se servir d'hypertexte. Donc l'hypertexte, ce sont simplement les liens sur lesquels vous cliquez pour passer d'une page à une autre. Très souvent, les liens sont écrits en bleu et soulignés, et ça vous permet de naviguer sur Internet. Donc c'est un langage de balisage qui vous permet de naviguer entre les pages. Ok, qu'est-ce que ça va nous permettre d'autre? Eh bien, c'est en HTML que vous allez spécifier le contenu de votre page. Est-ce que votre page contient du texte? Est-ce qu'il contient une image? Est-ce qu'il contient un son? Est-ce qu'il est capable d'afficher une vidéo? Est-ce qu'il ajoute une carte Google Maps ou une vidéo YouTube? Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez mettre en place dans les pages HTML. Donc, dans les pages HTML, vous allez simplement mettre les éléments, mais ce n'est pas encore à ce niveau-là que vous allez spécifier le style. Le style, par exemple, ce serait changer la couleur, changer la police, gérer les alignements. Tout ça, ça va se faire dans un second temps. Dans cette première page, on va simplement mettre les éléments, on va les structurer, c'est-à-dire que, par exemple, eh bien, une page du texte et une image pourrait simplement être un article ou une section. Et tout ça, en fait, on va regrouper la page élément par élément. Et ensuite, dans un second temps, on va y appliquer un style. C'est là qu'entre en jeu le CSS. Alors le CSS, ça veut dire Cascading Style Sheets, et là encore une fois, quand on connaît la signification de l'acronyme, on a très bien compris à quoi ça sert. Cascading Style Sheets, ça veut simplement dire que c'est une feuille, sheets, de style, une feuille de style en cascade. Alors une feuille de style, on comprend bien ce que c'est tout simplement une feuille qui va répertorier que les titres sont en gras, le texte est en rouge, le bas de page est sur fond noir, et ainsi de suite. Pourquoi il y a cette notion de cascading? Eh bien tout simplement parce que le cascading en CSS va nous permettre de, lorsque l'on donne un style à un élément, eh bien le style va être répercuté en cascade à tous les éléments qui sont contenus par l'élément auquel on affecte un style. Par exemple, je prends un article qui contient du texte et une photo, et je dis tout simplement que je définis une certaine largeur. Et bien la largeur pour l'article, et bien cette largeur va s'appliquer à la fois au texte et à la photo. Les différentes propriétés sont répercutées sur les éléments qui sont en dessous. Donc c'est en CSS que vous allez spécifier les choses comme par exemple les couleurs, les tailles, les alignements, les polices, tout ce genre de choses. Mais le CSS va beaucoup plus loin puisqu'il va vous permettre aussi de faire des petites animations. Des petites animations, des cubes qui tournent, des sphères qui grossissent, ce genre de choses. Quand vous passez sur un élément
Eh bien tout simplement il s'agrandit progressivement puis il rediminue. Tout ça c'est des choses que vous pouvez faire aussi en CSS. Donc on peut faire énormément de choses déjà en CSS. Donc on vient de voir le HTML avec les éléments de structure, le CSS qui va amener le style par-dessus, et donc on va passer au JavaScript. Le JavaScript étant le langage de programmation qui va nous permettre de rendre les pages dynamiques. Jusqu'à présent, avec le HTML et le CSS, on ne pouvait pas encore rendre les pages dynamiques parce qu'on n'avait pas cette notion que l'on retrouve dans la plupart des langages de programmation qui nous permettent de réagir à une condition. Si je suis dans ce cas-là, alors je fais ça, sinon, eh bien je fais quelque chose d'autre. Ce sont des structures qui n'existent pas en HTML et pas en CSS. Nous sommes donc obligés de passer par un langage de programmation supplémentaire qui est le JavaScript. Alors le JavaScript, c'est un langage qui va ressembler beaucoup, par exemple, au C, au C++. Vous aurez beaucoup de choses qui vont revenir dans le JavaScript. Naturellement, il a des fonctions spécifiques pour la programmation web, mais sur le fond, le JavaScript, ce sera un langage qui est très facile à apprendre si jamais vous avez déjà fait du C++, du Java ou un langage de ce genre. Donc lui, il va amener tout ce que vous connaissez déjà dans un langage de programmation classique. Les structures conditionnelles, si alors sinon, il va ramener des boucles, naturellement, les boucles for, les boucles tant que. Il va ramener cette notion de fonction, vous allez pouvoir détailler votre différentes fonctions pour diviser votre traitement, et en divisant en fonctions, vous pourrez naturellement aussi vous ramener à des constitutions de bibliothèques que vous allez pouvoir réutiliser sur de nombreux projets. Bref, le JavaScript, en fait, c'est un langage de programmation complet, au même titre que le C++, le Java ou le C#. Alors attention, le JavaScript, malgré son nom, n'a rien à voir avec le Java, qui ce sont deux langages de programmation complètement différents. Il y a une proximité au niveau des noms, mais par contre, ce n'est pas du tout le même langage. Le JavaScript n'est pas une sous-version de Java ou une sous-version de JavaScript. Les deux langages n'ont rien à voir, malgré la proximité du nom. C'est une erreur qu'on peut faire assez souvent. Ce sont vraiment deux langages différents. Alors si je résume côté client, c'est-à-dire tout ce que je peux faire côté utilisateur, eh bien, côté utilisateur, je vais me retrouver avec trois langages de programmation qui sont le HTML pour la structure, le CSS pour le style, et le JavaScript pour rendre les pages dynamiques, réagir sur des conditions. Et donc ce sont trois langages qui sont considérés côté client, puisque ce sont des langages qui sont compréhensibles par votre navigateur. Tous les navigateurs comprennent ces trois langages. Ok, donc on est en train de faire un schéma qui va s'alimenter petit à petit. Donc là, à gauche, vous avez l'ordinateur du particulier, de l'utilisateur, vous et moi. On navigue sur des sites internet. L'information transite au travers d'internet, et on va récupérer des données sur une partie back, sur un serveur, qui va nous fournir nos données. Si je fais mes courses en ligne, par exemple, eh bien, je vais me connecter au serveur de la boutique en ligne, qui va, elle, regarder dans les bases de données, et me donner accès aux différents produits. À aucun moment, l'intégralité des produits qui se trouvent sur la base de données du serveur ne se retrouve en local chez moi. Et heureusement. Ok, donc on a déjà une bonne vision de ce qui se passe côté client. Nous allons continuer à voir maintenant ce qui se passe côté serveur. Alors pour la partie serveur, on a beaucoup plus de liberté du point de vue des langages. Effectivement, cette fois-ci, on n'est pas freiné par les capacités du navigateur. C'est-à-dire que je peux programmer en pratiquement tout et n'importe quoi, tous les langages connus. Alors il y a des langages qui sont plus spécifiques à la programmation web côté serveur. Donc les plus connus sont effectivement le PHP, le Python, le C#, le Java ou le JavaScript. Mais vous pouvez avoir d'autres langages qui vous permettent de programmer côté serveur. Alors on retrouve encore une fois le JavaScript côté serveur. Comme je vous l'ai dit, le JavaScript c'est un langage de programmation complet, et s'il est compréhensible au niveau client, eh bien il est aussi utilisable côté serveur. Donc connaître le JavaScript déjà vous permet d'avoir une certaine stabilité en programmation web, puisque ça vous permettra de programmer des deux côtés. Et vous n'aurez pas forcément un langage en plus à apprendre pour pouvoir programmer côté serveur. Donc c'est un avantage de connaître bien le JavaScript. Bon, il y a d'autres langages aussi que je n'ai pas cités, il y a par exemple le Ruby qu'on peut utiliser. On peut aussi faire des sites en C++, même si c'est pas le plus courant, mais c'est possible de le faire.
Et on va rapidement comprendre pourquoi est-ce qu'on a plus de variété dans les langages. Pourquoi on peut se permettre de finalement programmer en une variété plus grande de langages par rapport à la partie client. La partie serveur, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? La partie serveur, elle va pouvoir, à l'aide d'un langage de programmation, générer des pages qui seront comprises par le navigateur. C'est-à-dire qu'on aura une espèce de transcodification. J'ai par exemple dans mon schéma un programme PHP qui va générer une page en HTML. À partir du moment où la page en HTML a été créée, eh bien cette page HTML peut de nouveau être comprise par le navigateur côté utilisateur. Donc à aucun moment, en fait, la partie PHP ne se retrouve du côté du client. À aucun moment donné, le PHP se retrouve en PHP sur la machine de l'utilisateur, de la machine de celui qui navigue sur les sites internet. Il y a toujours une transcription qui est faite, le PHP va générer du HTML et c'est le HTML qui va transiter à travers internet et qui va donc s'afficher sur le navigateur de l'utilisateur. Donc les langages serveurs restent toujours sur le serveur, à aucun moment ils ne deviennent accessibles à partir du poste du client. Et donc c'est ça qui permet d'avoir une telle variété. À partir du moment où vous arrivez à générer du HTML à partir de votre langage de programmation, eh bien en fait, ça ne pose aucun problème, puisqu'il n'y aura que le HTML qui va transiter à travers Internet. Voilà d'où vient le fait que l'on peut utiliser beaucoup plus de langage côté serveur que côté client. Encore une fois, continuons à alimenter notre schéma, et cette fois-ci, nous voyons que on commence à avoir pas mal de notions déjà. On sait déjà qu'il y a une partie client, et on sait que la partie client se basera principalement sur les trois langages HTML, CSS et JavaScript. Pour la partie back, la partie serveur, on aura beaucoup plus de liberté, et on pourra s'appuyer donc sur des langages comme le PHP, le Python, C#, Java, JavaScript, mais c'est une liste non exhaustive, on peut aussi programmer en Ruby, en C++, on a énormément de langages de programmation que l'on va pouvoir utiliser de ce côté-là. Ok, donc voilà déjà un petit peu la répartition des langages, et ce qui vous permet déjà de savoir un petit peu peut-être quel est ce qu'il va vous falloir et ce qu'il ne va pas vous falloir dans un premier temps. Si les premières pages internet que vous voulez développer ne sont que des pages côté client, eh bien ce n'est pas la peine d'apprendre tout de suite un langage de programmation comme le PHP, le C# ou ce genre de langage. On peut très bien commencer à faire nos premières pages uniquement avec du HTML, du CSS et du JavaScript. Et si on commence déjà à maîtriser ces trois langages, on va voir qu'en fait, il devient très facile de passer à un nouveau langage de programmation. On aura déjà maîtrisé les concepts, les boucles et les structures conditionnelles, on saura déjà comment se structure le HTML, et on aura déjà compris comment les feuilles de style se mettent en forme le HTML. Et donc ce sera toujours beaucoup plus simple de passer ensuite à un autre langage, comme par exemple le PHP ou le C#. Donc, voilà, on sait déjà qu'on n'est pas obligé de savoir 12 langages d'entrée de jeu. On va voir qu'avec 3 langages, on peut déjà bien commencer à comprendre les concepts niveau web. Autre chose que l'on entend souvent en programmation web, ce sont les frameworks. Alors, les frameworks, comme d'habitude en informatique, on adore utiliser des mots compliqués pour que personne ne comprenne. Eh bien, les frameworks, c'est quoi? C'est tout simplement des bibliothèques qui vont faciliter la vie du développeur en évitant de réinventer la roue à chaque nouvelle application. Pourquoi est-ce qu'on a mis des frameworks en place? Tout simplement parce que on s'est aperçu que quand on développait un site web, on utilisait pas mal de fonctionnalités. Par exemple, des fonctionnalités d'identification qui permettaient à un utilisateur de se connecter. On avait des fonctionnalités de parcours qui permettaient de parcourir toutes les pages du site. Et puis quand on se mettait à faire un deuxième projet, on se rendait compte qu'on avait besoin des mêmes choses. On s'identifiait de nouveau, on avait de nouveau besoin de parcourir les pages, et ainsi de suite. Et donc on s'est dit, tiens, ces fonctions qu'on utilise tout le temps, on va les regrouper dans ce qu'on appelle un framework, et ça permettra en fait de les avoir toujours sous la main, et de ne pas avoir à les redévelopper à chaque fois. À chaque nouveau projet, j'utiliserai mon framework, et toutes les fonctions de base de mon site seraient déjà là. Ça me faciliterait quand même la tâche, puisque ça me permettrait de gagner énormément de temps quand je me lance dans un nouveau site. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le terme framework et le terme bibliothèque? Alors, il n'y en a pas vraiment, mais la seule explication qu'il peut y avoir, c'est que les frameworks se distinguent des bibliothèques par leur aspect non spécialisé. C'est-à-dire que les frameworks vont vous permettre de
créer n'importe quel site web. Ils vont vous amener des outils pour un site web de base, c'est-à-dire qu'ils vont vous ramener une couche de base. Les bibliothèques, elles, ont un aspect plutôt spécialisé. Vous allez avoir une bibliothèque de calcul scientifique, une bibliothèque qui va vous permettre de tracer des graphes, vous allez avoir une bibliothèque qui va vous permettre d'avoir des moteurs physiques pour les jeux, et ainsi de suite. Donc vous allez avoir des versions très spécialisées. Le framework, lui, c'est simplement une couche de base qui va vous permettre d'accéder rapidement à des éléments qui vont vous permettre de programmer plus vite. Ok. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de commencer par un framework? Alors, on va voir que les frameworks sont écrits dans des langages de programmation. Et donc, c'est souvent une bonne idée de connaître le langage de programmation dans lequel sont écrits les frameworks. Ça vous permettra d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise du framework par la suite. Et surtout, ça vous permettra de savoir où est le problème lorsque vous aurez une erreur au moment de l'écriture de votre code. Donc, commencer par un framework, effectivement, ça permet d'aller assez rapidement à l'essentiel et de faire rapidement un site. Par contre, on risque rapidement de se retrouver bloqué parce qu'on n'a pas pris le temps de comprendre le langage qui se cachait derrière. Alors, les frameworks peuvent être aussi bien du côté client que du côté serveur, puisque ce sont des bibliothèques de fonctions, des fonctionnalités que l'on utilise souvent, eh bien, on peut les retrouver autant du côté client, qui vont nous permettre de créer rapidement des pages, et autant qu'on va les retrouver aussi du côté serveur, où on aura des fonctionnalités qui utiliseront plus les accès à la base de données, les routings entre les différentes pages, et ce genre de choses. Donc on va avoir des frameworks des deux côtés. Alors les frameworks, j'en ai cité quelques-uns. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a énormément, je vais quand même citer les plus connus, mais ça vous permettra, si vous reconnaissez un nom que vous avez déjà entendu en programmation web, de pouvoir le resituer et de savoir à quoi sert votre framework. Alors, il y a quelques frameworks côté client. Alors, ce sera une surprise pour personne, comme je vous ai dit que le seul langage de programmation complet côté client, c'était le JavaScript. Eh bien, les frameworks côté client sont la plupart du temps en JavaScript. Et donc, les frameworks que vous allez retrouver, ce sont par exemple des frameworks comme React, Ember.js, Svelte, Angular ou Vue.js. Donc ce sont tous des bibliothèques de fonctions, on peut les voir comme ça, qui vont vous amener en fait une programmation beaucoup plus facile parce qu'en fait vous n'avez pas à réinventer la roue à chaque fois. Il suffit d'intégrer un de ces frameworks et en fait il vous donnera déjà accès à de nombreuses fonctionnalités qui vous permettra d'accélérer le développement. Encore une fois, en tant que développeur, je pense que c'est une bonne idée quand même de comprendre le langage qui est derrière. C'est-à-dire qu'avant de vous mettre à React ou de vous mettre à Angular ou à Vue, eh bien, je pense que c'est une bonne idée d'avoir quand même une bonne vision de ce qu'est le JavaScript et d'avoir déjà programmé en JavaScript simple, sans framework. Vraiment le JavaScript de base. D'avoir compris comment marche le langage, d'avoir compris comment marchent les structures, et je pense que ce sera beaucoup plus simple par la suite d'intégrer un framework. Et en plus, ça vous donnera une bonne idée de ce que le framework vous fait gagner comme temps. Des frameworks, il y en a aussi côté serveur, naturellement, et comme il y a une multiplication des langages côté serveur, eh bien il y a naturellement aussi une multiplication des frameworks, puisque chaque langage a son framework, a ses bibliothèques de fonctions. Alors les plus connus, là aussi, si jamais vous travaillez en PHP, vous aurez probablement entendu parler des frameworks Symfony, Laravel et Zend. En Python, on parle plus souvent de Django et Flask. En C#, c'est bien sûr le ASP.NET. En Java, vous avez le J2EE. Et en Ruby, vous avez le Ruby on Rails. Et on retrouve naturellement aussi JavaScript côté serveur. Et donc, côté JavaScript côté serveur, on a des frameworks comme Node.js, Express.js ou Meteor. Là aussi, en fait, les frameworks sont assez différents. Alors, chaque framework a ses avantages et ses inconvénients. Ils sont très différents pour la plupart, ils ont des parties communes, ils ont des façons peut-être un petit peu diverses de gérer certaines choses. C'est une des problématiques de la programmation web, selon moi, c'est la multiplicité des outils que l'on peut trouver. Encore une fois, c'est pour ça que je pense que la meilleure des choses à faire, c'est que si jamais vous voulez vous lancer dans un framework, par exemple Symfony ou Laravel, c'est une bonne idée de vous mettre d'abord à PHP, de comprendre comment fonctionne le PHP,
Et ça vous permettra, par exemple, le jour où vous voulez passer d'un framework à un autre, vous aurez quand même compris comment marche le langage de programmation qui est derrière, et vous passerez plus rapidement d'un framework à un autre. Puisque les frameworks, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de frameworks qui sortent par langage. On a des fois l'impression un petit peu que les grandes entreprises de la tech ont envie d'avoir leur propre framework à chaque fois, et donc se plaisent un peu à réinventer quelque chose rien que pour eux. Et en fait, quand on commence avec le développement web, on se sent un peu perdu, on se dit mais avec quoi je vais commencer? Il y a tellement de choses à savoir, est-ce que je suis obligé de connaître tous les frameworks JavaScript, par exemple, pour être un bon développeur JavaScript? Personnellement, je pense qu'en fait, pour être un bon développeur JavaScript, il faut déjà connaître le langage de base sur le bout des doigts. Et ensuite, les frameworks, c'est des fonctionnalités qui vont vous apporter des choses, mais vous allez voir aussi que si vous avez une très bonne connaissance du langage, vous allez très vite vous comprendre comment marche le framework et l'utiliser. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a une jungle au niveau des frameworks, mais la jungle se réduit déjà quand on se base côté langage. Vous voyez que finalement, il n'y a pas tant de langages de programmation que ça, et vous n'êtes pas obligé de connaître non plus tous les langages de programmation. Et encore une fois, le langage de programmation le plus compliqué à apprendre, c'est le premier sur lequel vous allez vous lancer, puisque dans les autres langages que vous allez apprendre par la suite, vous allez toujours retrouver les mêmes concepts de boucles, d'itération, de fonctions, de conditionnels, et donc vous allez toujours passer beaucoup plus de temps sur le premier langage de programmation, et ensuite les autres seront beaucoup plus faciles à apprendre. Donc là aussi, cette introduction vous permet de savoir à quel langage correspond quel framework, et ça va vous permettre déjà de cibler un petit peu ce que vous avez envie de faire. On est toujours en train d'essayer de dégrossir un petit peu tous les termes que l'on peut rencontrer, et donc j'espère que ces différents slides vont vous donner une vision un petit peu dégrossie de ce que l'on peut faire et de ce que l'on doit utiliser comme outil. En plus des frameworks, on a une grande variété de bibliothèques en développement web. Alors, je vous l'ai déjà dit, la nuance entre les bibliothèques et les frameworks, elle tient un peu de choses. On appelle framework souvent ce qui sert de base lorsque l'on fait du développement web, qu'on a une espèce de couche de base, une espèce de fondation sur laquelle on va s'appuyer. Les bibliothèques vont plutôt être des choses beaucoup plus spécifiques. Et donc, quand vous travaillez en programmation web, comme dans n'importe quel langage de programmation, eh bien vous pouvez importer les bibliothèques qui ont déjà été faites, et vous pouvez utiliser les fonctions qu'elles contiennent pour gagner du temps. Là aussi, j'ai donné quelques exemples de bibliothèques, mais je ne peux naturellement pas les citer toutes, puisqu'en fait elles existent en très grand nombre, mais je cite simplement les plus connues, comme par exemple jQuery, qui permet facilement de parcourir le DOM. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra quand on parlera de JavaScript. Puisque vous avez envie de manipuler des données en JavaScript, eh bien simplement il faut qu'il y ait une interface entre les données qui sont dans le fichier HTML et votre code JavaScript. Et cette interface se fait avec le DOM. On y reviendra plus en détail quand on parlera de JavaScript. Ajax, ça va nous permettre de modifier l'affichage d'une page sans avoir à la recharger en entier. Vous allez pouvoir par exemple recharger qu'une partie de la page. Bootstrap, enfin, quelque chose qui est connu aussi des gens qui font de la programmation web, c'est une bibliothèque en HTML et CSS qui sert de création et de design, qui contient déjà des designs et qui peut facilement vous mettre en page votre site sans que vous ayez à vous soucier de la partie design. Donc ce sont des bibliothèques à explorer pour voir comment elles fonctionnent. Donc les bibliothèques, elles vont être plus spécifiques à une tâche que les frameworks. C'est que si jamais vraiment vous avez besoin de réaliser cette tâche et qu'une bibliothèque remplit cet office, n'hésitez pas justement à vous appuyer dessus et à l'utiliser. Alors le développement web fait aussi que des bibliothèques deviennent petit à petit obsolètes ou remplacées par d'autres technologies. Beaucoup de gens, par exemple, en ce moment, disent que jQuery est remplacé petit à petit par le framework React en JavaScript. Donc là aussi, une bonne connaissance des langages de programmation qui sont derrière va vous permettre de comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, et vous serez donc plus à même de pouvoir juger de la pertinence des propos. Parce qu'effectivement, plus il y a de choses à débattre, en fait, plus on va se rendre compte on va se retrouver dans des espèces un petit peu de guerre de technologie sur les différents forums, comme on a pu l'avoir par exemple entre Windows, macOS et Linux par exemple. Chacun essaie de défendre un petit peu son côté. Le mieux est de comprendre un petit peu comment ça marche et de se faire sa propre idée.
Encore un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, qui sont les bases de données. Alors les bases de données, c'est simplement une façon de stocker toutes les données, toutes les informations qui vont être affichées sur le site internet. Par exemple, si vous allez sur un site marchand, eh bien tout simplement, ce seront toutes les informations sur les articles, leur prix, leur désignation, leur titre, et ainsi de suite. Et donc toutes ces informations-là, on va les stocker à part dans ce que l'on appelle une base de données. Alors une base de données, ça a plusieurs avantages, ça permet déjà de ne pas avoir à recompiler le programme à chaque fois que vous rajoutez un article, c'est puisque les données sont à part de votre programme. Alors la base de données, c'est un chapitre qui a déjà pris une ampleur assez énorme sur ma page, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le fonctionnement des bases de données. Si vous avez envie de savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à passer sur la playlist base de données, où on explique comment créer une base de données, comment l'implémenter en MySQL, en PostgreSQL, en SQLite, et on a vu aussi un petit peu de NoSQL avec MongoDB. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la playlist qui parle de base de données. Bon, donc la gestion de la base de données, elle fait de nouveau intervenir un langage spécifique. Alors si c'est des bases de données relationnelles, ça va souvent être le SQL, mais ça va de nouveau nous imposer d'apprendre un langage supplémentaire. Alors la base de données se trouve toujours côté serveur, ça maintenant on l'a compris. On ne demande pas au client, à l'utilisateur en fait, de récupérer toute la base de données. Vous imaginez que sur des sites marchands énormes, je ne veux pas non plus avoir à pouvoir consulter les articles une fois que je les ai tous téléchargés. Ça ne m'intéresse pas de télécharger tous les articles d'un site marchand chez moi. Ce que je veux, c'est pouvoir les consulter, les mettre dans mon panier, les commander si jamais ça me plaît. Donc la base de données est côté serveur, et elle sera donc interrogée par les programmes au niveau serveur. Donc, au-delà de l'aspect lourdeur à transiter dans le réseau, eh bien ça va aussi empêcher le client d'avoir accès à toutes les données directement et de les avoir chez lui. La base de données est donc interrogée côté serveur et elle est donc interrogée par les langages de programmation que l'on a vu tout à l'heure, du PHP, du C#, du JavaScript, du Python, et ainsi de suite. Donc on a une grosse variété de langages qui va pouvoir interroger les bases de données. Alors comment ça marche ? Eh bien si je les rajoute sur mon schéma, la base de données, la BDD, je l'ai rajoutée côté serveur. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien j'ai mon programme PHP qui va aller piocher les informations dans ma base de données. On imagine par exemple je suis sur un site marchand et ma base de données contient tous mes articles. Je vais donc chercher tous les articles dans ma base de données. Avec mon programme PHP, je vais générer une page HTML qui contient tous les articles à afficher. Et cette page HTML, je vais l'envoyer vers la partie client. Et donc tout simplement, j'aurai récupéré les données dans ma base de données et je les aurai affichées à mon client. Et toute cette manipulation a été faite par un programme en PHP. Ça peut être fait en un autre langage, mais dans cet exemple-là, j'ai utilisé un langage PHP. Tout ça est réalisé côté serveur. Tout ce qui sort du serveur est quelque chose qui est compréhensible par la partie client, donc ce sera jamais autre chose que du HTML, du CSS, du JavaScript. Ok, donc là on a compris comment marchent les données, et on a compris que notre base de données n'était que côté serveur. C'est pour ça qu'on dit très souvent que quand on s'occupe des données, en fait, c'est souvent des développeurs back-end, donc des développeurs qui s'occupent de la partie serveur, qui s'occupent des données. Les développeurs front, développeurs côté client, ont rarement à se soucier d'une base de données. Alors là aussi, la base de données, il y en a énormément de styles et de variétés différentes. Je vais aussi vous en donner les plus connus pour que vous sachiez encore une fois ranger les différents concepts à leur place. Donc on a ce que l'on appelle des bases de données relationnelles, qui sont basées sur le langage SQL. Alors les bases de données relationnelles, ce sont des bases qui vont intégrer énormément d'outils pour maintenir la cohérence des données. Donc ça va toujours vérifier que vos données restent cohérentes. Et on peut citer par exemple là-dedans les bases de données MySQL, SQL Server, Oracle, MariaDB ou PostgreSQL. Il en existe d'autres, par exemple DB2 ou DBM ou ce genre de choses. Mais comme elles sont basées sur le SQL, SQL étant une norme, en fait vous allez voir qu'il est aussi très facile de passer d'une base de données à une autre. Chacune a ses spécificités, mais garde quand même une norme commune qui va permettre aux développeurs de passer assez rapidement de l'une à l'autre. Il existe maintenant aussi les bases NoSQL, qui sont plus rapides que les bases SQL, et elles sont plus rapides parce qu'elles vérifient moins de choses. Là aussi, en fait, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. C'est à vous de trouver quel est l'avantage dont vous avez besoin.
Si vous n'avez besoin que de vitesse et pas de maintien de cohérence, les bases de NoSQL sont les meilleures. Si vous avez absolument besoin de maintenir la cohérence des données et d'avoir quelque chose de stable et que l'on vérifie tout le temps, passez sur une base de données à base de SQL. Et donc pour les bases de données NoSQL, on parle très souvent de MongoDB, de Apache Cassandra et Apache HBase, et RavenDB. Donc, une base de données, d'après le nom, ça se reconnaît assez facilement, et le nom contient souvent DB, database, ou alors contient SQL. Donc ça, à chaque fois que vous avez SQL ou DB, il y a de fortes chances que la notion sur laquelle vous êtes arrêté parle de base de données. Ok. Quelque chose qui est en lien avec la base de données, c'est ce qu'on appelle les ORM. Les ORM, c'est des Object Relational Mapping. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé les ORM? Eh bien, les ORM vont nous permettre de pallier à des problèmes de transcription de type. Je vous ai dit par exemple qu'on avait les données dans une base de données, et ces données, on les récupérait dans un langage de programmation, PHP par exemple. Eh bien, il se peut qu'il y ait des différences entre la façon dont la base de données gère la donnée et le langage de programmation gère la donnée. On n'utilise peut-être pas le même nombre de bits de stockage, on utilise peut-être un format différent. Et l'ORM, en fait, c'est quelque chose, c'est une interface qui va se glisser entre les deux, qui va se glisser entre le langage de programmation et la base de données, donc entre le PHP par exemple et MySQL, et qui va vous permettre de pallier à tous ces problèmes de conversion de type. Et donc vous êtes sûr que votre langage de programmation n'aura pas de problème pour lire les données dans la base de données. Elle va faire simplement l'interface. Alors les ORM, ça peut être assez puissant puisque ça peut vous permettre de créer la base de données à partir directement de l'ORM. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de créer votre base dans MySQL à la base, vous pouvez le créer simplement avec un ORM. Et certains ORM vous posent même des questions. Voilà, vous voulez créer une table qui va contenir quel champ, et ces champs, ils ont quel type. Et puis ensuite, cette table-là, elle va être en relation avec une autre. Quelle est la relation? Est-ce que ça va être de plusieurs à plusieurs? Est-ce que ça va être de plusieurs à unique? Et ainsi de suite. Vous pouvez donc passer à travers l'ORM pour créer votre base de données. Alors attention quand même, c'est pas parce que l'ORM est une interface vers votre base de données que votre ORM est la base de données. En fait, on entend encore souvent des gens dire, voilà, j'ai créé un site internet en PHP par exemple, et quelle est la base de données que tu as mis derrière? Eh bien ma base de données c'est Doctrine. Non. Doctrine en fait c'est votre interface pour la base de données. Mais la base de données derrière, c'est une base de données, c'est MySQL, c'est MariaDB, c'est Oracle, quelque chose comme ça, mais Doctrine n'est que l'interface. C'est que la porte d'entrée vers votre base de données. Derrière, si vous stockez vos données, vous avez toujours quand même une base de données. Alors les ORM sont souvent intégrés au framework qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui vous permettent de donner des bases, donc c'est intégrés au framework serveur, je ne l'ai pas précisé, mais maintenant on sait que les bases de données sont surtout côté serveur, et donc elles seront directement intégrées si vous utilisez un framework. Et donc les ORM qu'on peut utiliser, bien en JavaScript, on va retrouver par exemple Canex.js ou Mongoose. Donc ça c'est Mongoose, d'après le nom, vous voyez que c'est plutôt quelque chose qui va servir à interfacer MongoDB. En PHP, vous allez retrouver Eloquent ou Doctrine. En Python, on va plutôt se baser sur SQL Alchemy ou Mongo Engine. Ce dernier, de nouveau, d'après le nom, a l'air de dire en fait qu'on va plutôt interfacer du MongoDB. En Java, on va se baser sur Hibernate, et en C#, on va utiliser Dapper. Tout ça, c'est des noms un petit peu que vous pouvez retrouver à gauche à droite. Pour Java, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression qu'Hibernate, c'est un peu plus qu'un ORM. Il me semble que c'est un framework complet, qui doit intégrer visiblement un ORM. Et donc, en fait, vous voyez que dans tous ces outils-là, vous allez non seulement accélérer le développement web, puisque les fonctionnalités de base vont exister, mais ça va vous permettre aussi de résoudre des problèmes récurrents que vous avez, par exemple, en ayant des conversions au niveau des différentes colonnes de la base de données. Donc tout ça mis bout à bout devrait normalement vous faire gagner énormément de temps. Si je devais résumer, alors je vais changer juste ma tête de place de nouveau pour ne pas déranger. Si je devais résumer maintenant toutes les notions que nous avons vues sur un seul schéma, eh bien on s'apercevrait que sur la partie front, donc la partie client, ici que j'ai entouré en vert, je vais me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec un navigateur qui sait lire 3 langages, le HTML, le CSS, le JavaScript. Si je veux aller plus loin au niveau de ces langages, si je veux avoir par exemple des
fonctionnalités de base qui vont me servir pour tous les sites web, je peux me baser sur des frameworks côté client. Ces frameworks, par exemple, c'est React, c'est Ember.js, c'est Angular ou c'est Vue.js. Si j'ai besoin de fonctions spécifiques pour un traitement bien particulier, je peux m'appuyer aussi sur des bibliothèques côté client, comme par exemple jQuery, Ajax et Bootstrap. Donc ça, par exemple, ça pourrait être un bon début si vous voulez vous lancer dans la programmation web. Le carré vert, en fait, ce sont des technologies qui vont suffire largement pour pouvoir commencer. Et même, je dirais même que si vous voulez vraiment commencer à la base, le HTML et le CSS sont même les deux seuls langages qui vous permettraient de commencer à écrire un site web. Et puis, on pourrait monter ensuite progressivement sur les langages. Commencer avec HTML, CSS, ajouter du dynamisme avec JavaScript, puis voir certaines bibliothèques qui vont nous permettre de faire de l'animation, ce genre de choses, et puis à un moment donné, peut-être passer à un framework JS pour gagner du temps sur les prochains projets. Si on passe maintenant côté serveur, là on va avoir une variété de langages de programmation beaucoup plus grande. On va avoir du PHP, on va pouvoir programmer en Python, en C#, en Java ou en JavaScript. Donc tous ces langages-là, ils vont tourner exclusivement côté serveur, puisque le serveur saura comment les compiler ou les interpréter. Tous ces langages de programmation ont des frameworks, eux aussi, pour vous faciliter la vie et qui amènent des fonctionnalités de base pour les développeurs web. Vous allez retrouver par exemple Symfony, Laravel et Zend pour PHP, Django et Flask pour Python, ASP.NET en C#, J2EE pour Java. Vous avez trouvé Ruby on Rails par exemple pour le langage Ruby, ou les frameworks serveurs pour JavaScript, Node.js, Express.js et Meteor. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans l'encadré gris. Vous allez retrouver tous les frameworks back. Vous allez retrouver naturellement toutes les bases de données côté serveur, donc les bases de données à base d'SQL ou à base de NoSQL. Vous allez retrouver tout ce qui est MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, Postgre, MongoDB, Cassandra, HBase, Raven. Là aussi, c'est peut-être pas la peine d'apprendre toutes les bases de données d'un coup. Essayez déjà de voir comment ça marche avec une, et puis vous allez voir que tout ce que vous allez apprendre avec une base de données, beaucoup de choses vont pouvoir être réutilisées pour les bases de données suivantes que vous allez avoir à utiliser. Et vous n'êtes pas obligé de tout connaître. Enfin, dans la dernière partie, on a vu qu'il y avait des ORM qui nous permettaient de faire l'interface entre la base de données et le langage de programmation. Là aussi, on a des ORM différents selon les langages de programmation, et la plupart du temps, ces ORM sont intégrés directement dans les frameworks. Donc quand vous allez installer votre framework côté serveur, il y a de fortes chances que les ORM soient compris dans le package, que vous les ayez déjà en place. Donc, encore une fois, cette vision globale va vous permettre de comprendre comment s'articulent les différentes notions en programmation web et de quoi vous avez besoin. Commencer le web en HTML, CSS, c'est largement possible. Vous allez vite être limité puisque vos pages ne pourront pas être dynamiques, ce sera le moment de commencer avec du JavaScript. Sur la côté serveur, c'est pareil, vous piochez simplement un langage, vous essayez de comprendre comment il marche, et puis ensuite, à partir du moment où vous commencez à maîtriser le langage, vous pouvez basculer sur un framework du langage. Et vous allez voir que un framework, ça va vous faciliter la vie, puisque plein de fonctionnalités que vous aviez à développer jusqu'ici sont déjà intégrées dans le framework. Par contre, je n'apprendrai pas un framework sans avoir compris comment fonctionne le langage qui est derrière. Je pense que ce n'est pas une bonne solution, parce qu'on développerait effectivement très très vite en partant directement du framework, mais lorsque quelque chose ne marche pas dans le site, si on n'a pas la compréhension du langage qui est derrière, on peut perdre énormément de temps à débugger. Donc oui, on peut prendre du temps à comprendre un langage de programmation, mais je pense que c'est du temps gagné pour la suite. Alors on s'aperçoit aussi que cette grande variété de langages, de technologies, de façons de faire, fait aussi en fait qu'il y a des métiers très différents en informatique. Donc on a cette notion de front-end développeur, maintenant on a une vision un petit peu plus, on comprend un petit peu plus comment ça marche et sur quelle technologie ça se base. Le front-end développeur va travailler le côté client, donc le côté interprété par le navigateur, principalement en HTML, CSS, JavaScript, avec naturellement des bibliothèques, pourquoi pas, écrites en JavaScript, et pourquoi pas des frameworks côté client, comme par exemple React. Tout ça, ce sont les technologies, ce sont la boîte à outils du développeur front-end. Le back-end développeur, lui, par contre, sera moins occupé sur la partie présentation au client. Lui va plutôt être sur une partie qui va développer proche de la base de données, de fournir des données par rapport
à travers une API, ou ce genre de choses. Donc ça va être quelqu'un qui va être moins sur la présentation et plus en relation avec la base de données. Tout ce qui est UX designer, ce sont maintenant les user experience designers. Ce sont des gens qui vont vérifier que si le produit qui a été livré, mis en production, convient à l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur finalement a une bonne expérience avec le produit? Est-ce qu'il trouve ça compliqué à utiliser? Est-ce qu'il trouve ça moche? Est-ce qu'il trouve ça trop lent? Voilà, c'est quelque chose qui vise en fait à améliorer l'expérience de l'utilisateur que l'utilisateur a avec notre produit. On va s'apercevoir qu'il y a des professionnels qui vont tourner autour de la programmation web sans être vraiment des développeurs. Vous allez avoir l'administrateur système qui va avoir un rôle très important, puisque vous avez vu que votre base de données va tourner sur un serveur, vos programmes côté back vont tourner sur un serveur, et ce serveur va devoir être mis à jour, va devoir être sécurisé, va devoir être maintenu. Et ça va être le rôle de l'administrateur système. On a aussi le métier d'administrateur de base de données, qui va être un petit peu le pendant base de données de l'administrateur système, qui va s'occuper justement que la base de données soit sauvegardée, qui va créer des utilisateurs pour votre base de données. Donc il ne va pas forcément créer les tables et toutes les tables, par exemple, pour gérer les articles de notre site marchand, mais il va s'occuper en fait qu'on ait un accès à notre base de données, que la base de données soit dupliquée, qu'elle soit sauvegardée, ce genre de choses. On a aussi maintenant des développeurs qui se spécialisent beaucoup dans le mobile. Alors on va voir que développer pour mobile, il y a deux façons de faire. Soit vous êtes un développeur web et vous faites un site responsive, c'est-à-dire un site qui s'adapte autant sur les écrans d'ordinateur que sur les smartphones. Soit vous êtes un développeur mobile qui développe vraiment dans des langages de programmation faits pour pouvoir être développés sur smartphone. Donc ça, c'est aussi un métier, encore une fois, complètement différent. Et donc, on peut retrouver énormément d'informations à ce niveau-là, et chacun, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans l'informatique, peut trouver le métier qui lui plaît, tout en étant développeur. C'est vraiment, il y a une palette, une richesse au niveau de ce métier-là qui va faire que soit on peut se dire d'être un petit peu un touche-à-tout, on touche un peu à n'importe quel domaine, soit on se spécialise et on devient vraiment un expert dans un des domaines. Donc c'est quelque chose qui amène une grande variété et qui nous laisse le choix par rapport à ce que l'on a envie de faire. Alors personnellement, moi j'ai toujours travaillé plutôt côté back-end, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé plutôt côté base de données. Donc je connais bien le monde de la base de données, SQL comme NoSQL. Je suis plutôt sur des langages de programmation comme Java, C++ ou Python. Donc ce sont plutôt des langages qui, en termes de programmation web, sont considérés comme des langages back. Mais pourtant, j'ai fait pas mal de modifications sur le front. Par contre, c'est vrai qu'on ne commence pas professionnellement très souvent un site à partir de zéro. Souvent, le métier de développeur, c'est des modifications d'un site existant, ce genre de choses. On ne commence pas forcément tous les lundis un nouveau projet. Et donc, c'est une tâche à laquelle j'aimerais m'atteler dans les prochains temps. Effectivement, cette première vidéo sur le web va lancer aussi un projet en parallèle qui est le site algomius.fr. Donc, c'est un site que j'aimerais utiliser pour pouvoir classer les vidéos. Je trouve que la partie YouTube de classement de vidéos avec des playlists, c'est un petit peu limité, donc j'aimerais pouvoir les classer plus par catégorie et que les gens arrivent à se retrouver dedans et qu'ils retrouvent un petit peu cette chronologie, quelle vidéo explique quoi, quelle vidéo est avant quoi, pour pouvoir reprendre en fait dans l'ordre parfois un thème qui est sur plusieurs vidéos. J'aimerais aussi profiter de ce projet justement pour documenter ce que je fais, comment je monte mon site. Comme je viens de le dire, effectivement, on ne monte pas un nouveau site tous les lundis, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, et souvent quand on travaille sur un gros projet, on est plus sur des opérations de maintenance que vraiment sur quelque chose que l'on recommence à zéro. Et donc là, c'est un site que je vais commencer à zéro, à partir d'une feuille blanche, et je vais prendre le temps en fait de suivre toutes les étapes qui me permettront de développer ce site. Donc le site contiendra lui-même sa propre documentation, donc si vous avez envie de suivre l'aventure du site algomius.fr, comment il a été monté, quelles sont les réflexions qui ont été derrière, et bien tout simplement, tout cela sera disponible dans les prochains temps sur le site. Donc j'ai pas mal de boulot, parce que comme je vous l'ai dit, je suis plutôt un développeur back, et la partie front, effectivement, c'est quelque chose qui me pose plus de problèmes, donc c'est quelque chose qui va me prendre le plus de temps, mais c'est par ça que je vais
commencer. Et donc je vais me remonter les manches et puis on va essayer de voir ce que l'on peut faire pour la partie front. Bonne journée!